Bonsoir à tous. À pied, à vélo ou même en trottinette, nous ouvrons cette édition des initiatives locales en laissant la voiture au garage. À l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, zoom sur les nouveaux modes de déplacement qui ont le vent en poupe et qui posent parfois des problèmes de cohabitation sur la chaussée. Ce sont peut-être les mêmes personnes qui se rendaient à l'école en trottinette, puis l'ont oublié, pour aujourd'hui patiner jusqu'au travail. C'est vraiment pratique, j'ai pas de bouchon, c'est pas d'essence, pas d'assurance, c'est un gain de temps et d'argent. Des nouveautés fleurissent en centre-ville. Trottinettes électriques et parfois overboard et gyroroues. Cette association lilloise veut les populariser dans la métropole. L'intérêt, c'est qu'on va 2 fois plus vite qu'à pied, en trottinette. Parfois, il y a aussi des personnes qui sont contentes de ne pas rentrer dans l'île avec la voiture, qui mettent la trottinette dans le coffre de leur voiture, qui se garent à l'esplanade par exemple, et qui rentrent dans la ville à trottinette. C'est bien, ça fait des voitures en moins dans le centre-ville. D'autres engins, futuristes et un peu intimidants, sont de plus en plus plébiscités. Le vélo, je maîtrise. Oui. La gyroroue, un peu moins. Ouais. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que c'est fun. Et dans quelques minutes, tu vas être beaucoup plus à l'aise. C'est rigolo, c'est quand même plus sympa que d'être dans un métro sous la terre. Et c'est vraiment un mode urbain, c'est-à-dire que c'est pour des petites distances. Mais il y a un flou juridique. En théorie, trottinettes mécaniques et électriques ne peuvent circuler que sur le trottoir, à moins de 6 km/h. Alors que certaines sont construites pour aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on en voit un peu partout, sur les trottoirs, sur les aménagements cyclables, au milieu de la circulation. Il y a plein de cas d'usage qui sont différents et c'est vrai que si ça continue à se développer comme ça, on risque d'avoir des problèmes de sécurité. Le gouvernement veut encadrer ces pratiques. La loi d'orientation sur les mobilités devrait être présentée avant la fin de l'année. Et quand la voiture est vraiment indispensable, on peut la partager. À Rézé, près de Nantes, 2 familles sont copropriétaires de leur véhicule et ça roule. La mobilité, une question centrale pour la famille de Claire. Très proche de Nantes, elle utilise très peu la voiture au quotidien, sauf pour des cas exceptionnels. Comme ce matin, les cartables et les sacs sont un peu lourds, alors là, elle prend une voiture partagée. C'est notre voiture, mais c'est une voiture qui est aussi partagée avec une autre famille. Donc c'est notre voiture pour le quotidien, pour parfois amener les enfants à l'école ou aller travailler dans un périmètre assez proche. Voilà. Mais c'est une voiture qui est dédiée à la circulation plutôt en ville et sur Rezé. Cette petite voiture n'est pas le seul véhicule partagé. Claire a aussi un 7 places très utile pour les grands déplacements. Il est aujourd'hui chez Alice. C'est avec cette amie très proche qu'elle organise le partage des 2 véhicules entre les 2 familles. Depuis quelques semaines, elles peuvent donc utiliser 2 modèles très différents selon les besoins et les disponibilités. On se questionne, on vérifie un peu les projets les uns des autres. Après, on n'est pas des grandes anticipatrices ni l'une ni l'autre, alors que ça se fait comme ça. On ne part pas non plus tous les week-ends. Et en fait, de manière assez naturelle, nous sommes plus nombreux et puis il y a des besoins aussi en termes de transport, de vélo, de grands instruments de musique ou autres. Donc on va plutôt garder le camion. Et donc en fait, c'est lorsque, avec Alice, l'autre foyer aura besoin du camion, on va en parler avant. Mais ça ne se produit pas tous les week-ends, donc ça s'organise très bien et très facilement. Tout s'organise, tout se partage, l'assurance, l'essence, les réparations. L'expérience très atypique est toute récente. Pour l'instant, tout semble rouler. On reste dans le développement durable. À Cherbourg, on fabriquera bientôt les plus grandes pales éoliennes du monde. L'usine doit ouvrir l'année prochaine, mais avant cela, il faut former les futurs salariés sur place. Aucun diplôme requis, la formation est ouverte à tous. Mais je me sens super bien et je pense que quasiment l'intégralité des personnes qui sont aujourd'hui présentes ici sont dans le même état d'esprit. On a cette chance d'être investi dans un super projet et en plus pour lequel on nous donne énormément les moyens. Destinée au marché britannique, français et à la mer du Nord, l'usine LM Wind Power emploiera d'ici la fin de l'année une centaine de salariés. En période de pleine production, il pourrait être 5 fois plus.
Comment gérer un incendie dans un établissement public? Une start-up de Lyon a mis au point un logiciel de réalité virtuelle pour apprendre les bons gestes en situation. Le personnel d'une maison de retraite l'a testé. Donc on va aller se promener dans l'établissement, on va regarder autour de soi, on va regarder le matériel incendie. L'exercice commence en douceur pour s'habituer aux manettes, mais très vite le jeu se corse et en plus des lunettes, il faut endurer l'alarme, éteindre un feu ou évacuer des résidents. On le dépose gentiment, parce que j'ai des personnes qui me le jettent. Alors maintenant on va chercher les autres. Ces cadres de maisons de retraite ont beau être formés annuellement, aujourd'hui, c'est très concret. C'est assez ludique et du coup, on est pris dedans pour aller jusqu'au bout de la démarche. Isabelle et Patrick Deratte ont derrière eux 30 ans de formation au comportement face aux incendies. Ils ont créé ce logiciel pour que les élèves mémorisent mieux les bons gestes. Ce qui arrive souvent dans les établissements de soins où il y a des feux, c'est qu'on va penser à sortir le résident, mais on ne va pas fermer les portes. Il faut savoir qu'une porte fermée, ça tient une demi-heure. Donc on a le temps de voir arriver les pompiers. Donc tout ça, c'est surtout les mettre en image des situations. Alors, vous avez 15 secondes, hein. Donc on se téléporte, on baisse la barrière de sécurité. Si la formation théorique et la manipulation réelle des extincteurs ne peuvent être oubliées, le logiciel a intéressé les centres de formation locaux. Les professionnels de nuit, elles, se retrouvent souvent seules. Elles sont à la roseraie, elles sont 3 la nuit. Elles n'ont pas de secrétaire pour appeler les pompiers, elles n'ont pas les ouvriers d'entretien pour les aider. Donc c'est à elles de gérer tout ça. Et là, elles se retrouvent complètement confrontées dans les mêmes conditions. Après les maisons de retraite, la start-up bourguignonne envisage de décliner d'autres scénarios, notamment à destination des administrations.